Dans le sud du Burkina Faso, un convoi de camions vides s'éloigne lentement des champs, emportant avec lui le silence d'un monde qui s'efface. Aucun journaliste, aucun manifestant, personne pour filmer ce départ. Pourtant, ce calme annonce la fin d'un ordre mondial, effacé sans bruit sous nos yeux. Cette scène pourrait passer inaperçue, mais elle symbolise un basculement qui se joue loin des projecteurs et dont les conséquences se feront sentir bien au-delà des frontières du pays. Les multinationales désertent la ceinture bananière sans un mot, laissant derrière elles des logos effacés et des véhicules anonymes. Ce n'est pas un simple changement de décor. L'économie du pays bascule, discrètement mais radicalement. On se souvient qu'autrefois, des convois semblables partaient d'Afrique du Sud, lorsqu'après l'apartheid, les grandes entreprises occidentales redoutaient les nouvelles règles locales et préféraient fuir plutôt que de partager le pouvoir économique. Ici, la rupture s'inscrit dans la chaîne alimentaire globale. Ce qui se jouait hier à Paris, Londres ou Bruxelles se décide désormais dans les villages burkinabés. Les citernes et entrepôts, jadis gérés par des étrangers, restent vides en attente d'un renouveau local. On imagine le contraste avec l'époque où, dans les années 1980, la Côte d'Ivoire était le premier fournisseur de cacao mondial, exportant chaque année des millions de tonnes sous l'œil vigilant des sociétés européennes. Mais cette fuite silencieuse pose une question brûlante. Pourquoi les géants occidentaux abandonnent-ils une terre qui les a nourris pendant tant d'années? S'agit-il de sanctions, de taxes, de calculs froids, ou bien d'un affrontement plus profond, dépendance contre dignité, confort contre souveraineté? Il s'agit là d'une interrogation universelle, comparable à la décolonisation de l'Inde, quand les Britanniques durent choisir entre maintenir leur emprise ou laisser place à l'autodétermination. À court terme, le Burkina Faso risque de perdre la sécurité d'un système connu, accès garanti au marché européen, revenus stables pour ses producteurs. Mais à gagner, il y a bien plus, la maîtrise de ses ressources, l'espoir d'un avenir bâti sur l'honneur, la possibilité d'inspirer tout un continent à reprendre son destin. Se rappeler du mouvement de la Green Revolution en Asie, où la reconquête de la souveraineté alimentaire fut le moteur d'un développement inégal mais porteur d'espoir. Ce soir, ce n'est pas qu'une cargaison vide qui quitte la ceinture bananière. C'est la fin d'une vieille dépendance et le début d'une révolution silencieuse. Une révolution dont les échos rappellent la chute du mur de Berlin, où le monde ancien cédait la place à des rêves nouveaux, non sans incertitude. Demain, les habitants devront réapprendre à produire, à échanger, à survivre sans les béquilles du système mondial. Mais ce défi immense porte en lui la promesse d'une liberté nouvelle. C'est le même genre de défi que relèvent chaque jour des paysans cubains depuis l'embargo américain, inventant sans cesse de nouvelles stratégies de survie et d'autonomie. Tout a commencé avec des promesses, des contrats et des crédits faciles. Mais derrière les sourires polis et les brochures lumineuses, d'autres enjeux se dessinaient, silencieux et tenaces. Comme pour les pays du sud-est asiatique dans les années 70, l'arrivée massive de capitaux étrangers cachait souvent une volonté de contrôle et de dépendance durable. Les grandes entreprises occidentales sont arrivées les mains pleines de solutions. Systèmes d'irrigation neufs, financements généreux, contrats séduisants. Pour les villages de la ceinture bananière, cela ressemblait à un miracle. L'eau coulait, les plants prospéraient, et le rêve d'un avenir florissant semblait enfin possible. Mais très vite, les terres ont été louées massivement. Hectare après hectare, des accords conclus à Ouagadougou ou à Paris cédèrent les plus belles parcelles aux géants étrangers. Les profits, eux, filaient vers l'Europe, gonflant des comptes inaccessibles. Chaque cargaison de bananes quittant le pays enrichissait ailleurs des mains invisibles. On se souvient de la même logique dans la filière café du Vietnam, où les petits producteurs restaient pauvres malgré l'explosion des exportations. À Gawa ou Banfora, les agriculteurs burkinabés sont devenus ouvriers sur leurs propres terres. Ils plantaient, récoltaient, chargèrent les camions, mais ne décidaient-ils plus de rien. Leur savoir, leur histoire, réduisent à des lignes de production au service d'intérêts lointains. Cette dépossession rappelle le sort des paysans mexicains après l'entrée en vigueur de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain qui les a vus perdre leur autonomie au profit de géants agroalimentaires. Pourtant, ce système tenait debout, masqué par le discours du développement. Pendant plus de 10 années, on vantait la création d'emplois et la modernisation agricole. Mais en réalité, la dépendance se renforçait. Les revenus restaient en suspendus au bon vouloir de firmes étrangères, tandis que la sécurité alimentaire demeurait précaire, dictée depuis l'extérieur. Ce jeu dangereux coûtait au Burkina Faso sa maîtrise de la terre, de ses recettes et même de sa dignité. Sortir du système paraissait risqué.
La moindre erreur menaçait d'entraîner le pays vers la crise et le chômage. Rester sous contrat, c'était renoncer à choisir. Partir, c'était plonger dans l'incertitude. Une situation similaire se vit au Zimbabwe lorsque la réforme agraire, bien que nécessaire, plongea le pays dans une instabilité économique profonde avant de permettre le début d'une renaissance agricole. Puis le choc. En une nuit, tout change. Sanctions, tarifs, menaces, l'équilibre fragile s'évapore. Mais parfois, il faut tout perdre pour oser réinventer l'histoire. Face à la rupture brutale, les regards se tournent vers le sol burkinabé. Qui osera reprendre la main, et à quel prix? Au lendemain de la crise financière asiatique en 1997, des pays comme la Corée du Sud ont su rebâtir sur leurs propres forces, tandis que d'autres ont sombré. Lorsque les multinationales quittent le Burkina Faso, tout le monde s'attend à l'effondrement. Les rues bruissent de rumeurs sombres, ruines, chômage, famine. Pourtant, dans ce vide laissé par les géants, une possibilité inattendue s'ouvre, aussi risquée que galvanisante. En quelques jours, les sanctions occidentales frappent, interruption des contrats d'exportation, retrait brutal des assurances, suspension immédiate des crédits. Les enseignes européennes disparaissent, leurs camions repartant à vide, abandonnant des milliers d'hectares de plantations et des hangars silencieux. Pour nombre d'observateurs, c'est le début d'une crise inéluctable. Pareil à la Grèce lors de la crise de l'euro, où le retrait des capitaux étrangers semblait annoncer la ruine, mais a aussi poussé à des innovations locales inattendues. Mais là où d'autres voient dans la fin, les Burkinabés flairent un commencement. Le gouvernement, poussé par l'urgence, convoque un sommet agricole à Ouagadougou. De cette réunion naît Nourrir le Faso. Priorité, reprendre la maîtrise des terres et produire pour nourrir la nation avant tout. C'est un écho à la politique Grow More Food, lancée en Inde après l'indépendance, lorsque le pays a décidé de privilégier l'autosuffisance à l'exportation. Des ingénieurs locaux réinvestissent les champs délaissés, restaurent les systèmes d'irrigation, remettent en marche les entrepôts frigorifiques. L'aide vient aussi d'Afrique du Nord. Du matériel agricole abordable arrive d'Algérie et du Maroc. Les coopératives villageoises, autogérées, se multiplient. À chaque étape, ce sont les communautés qui décident. Cela rappelle la montée des coopératives agricoles en Argentine lors de la crise du peso, où la solidarité locale a permis d'éviter la famine. Le commerce s'invente autrement. Fini l'attente des acheteurs lointains, la production alimente les marchés africains voisins. De nouveaux produits surgissent, comme la farine ou les chips de banane pensés pour les besoins locaux. Les marques burkinabées s'affichent fièrement, Banane du Faso, Sahel Fruits, et les camions arborent désormais des noms d'ici. Comme à Madagascar, où la vanilla malgache n'est plus réservée au marché mondial mais commence à valoriser le marché local. Rien n'est simple. Les débuts sont chaotiques, les salaires imprévisibles, parfois en baisse, aucune garantie, tout reste fragile. Pourtant, une rumeur d'espoir monte dans les villages. La sensation de posséder enfin sa terre, de décider ensemble, et de ne plus subir l'arbitraire d'un patron invisible. Plus qu'une question de revenus, c'est une affaire de dignité retrouvée. L'exemple du Rwanda, qui a relancé le café sous contrôle local, montre que la fierté nationale peut compenser bien des sacrifices temporaires. Pourquoi les géants sont-ils réellement partis? Officiellement, ils dénoncent l'instabilité et l'insécurité. Mais en coulisses, leur refus de partager profit et pouvoir avec les communautés a précipité leur départ. Les nouvelles règles exigent une place réelle pour les Burkinabés dans la gestion et les bénéfices. Pour les multinationales, l'équation n'a plus de sens. Un scénario identique s'est produit en Bolivie lorsque le gouvernement a imposé des conditions strictes aux sociétés minières étrangères. Le pari est immense. Si l'expérience échoue, le pays risque l'isolement, la colère sociale, la faim. Mais la récompense bouleverse tout. Une autonomie réelle, une fierté nationale et l'espoir d'un avenir forgé par et pour les Burkinabés. Un exemple qui pourrait embraser tout un continent, à l'image du Ghana post-indépendance, qui devint le symbole de l'émancipation africaine malgré ses difficultés. Mais cette révolution silencieuse ne se fait pas sans heurts. L'unité fragile du pays va être testée par les premiers signes de résistance et de sabotage. L'histoire récente du Mali, avec ses tentatives de reprise en main du coton, prouve que les intérêts menacés n'abandonnent jamais sans riposte. Tandis que l'Occident s'indigne et que les prix atteignent des sommets en Europe, une énergie nouvelle parcourt la campagne burkinabé. Les premiers camions de bananes, fièrement estampillés « Fait au Burkina », sillonnent les pistes rouges. Les villageois, incrédules, voient enfin leur récolte nourrir d'abord leurs propres enfants, puis franchir les frontières vers le Mali, le Niger ou le Togo.
C'est aussi le cas de l'Éthiopie, qui a su transformer sa production de teff, céréales locales, en or régional. Ce succès inattendu sème une fierté rare dans ce pays, longtemps traité comme simple fournisseur pour les géants occidentaux. Mais ailleurs, les regards se font inquiets. Les capitales européennes dénoncent une catastrophe logistique, fustigent la montée des prix et accusent de Ouagadougou de sacrifier la qualité sur l'autel de la souveraineté. La même rhétorique fut utilisée contre la Tanzanie lors de la nationalisation du secteur bancaire. Sur les réseaux sociaux africains, au contraire, l'enthousiasme explose. Les hashtags panafricains célèbrent le Burkina Faso comme le fer de lance d'une renaissance économique. Pékin et Moscou, flairant l'aubaine, proposent leur aide technique et des contrats privilégiés. Le pays devient un pion dans un affrontement mondial qui le dépasse. C'est un scénario similaire à ce qui s'est passé en Angola avec l'arrivée des investisseurs chinois après le départ des compagnies occidentales. Au cœur des villages, la transformation est tangible. Les jeunes, jadis tentés par les villes ou l'exil, reviennent fonder des coopératives ou lancer de petites entreprises de transformation. Les femmes, longtemps invisibles dans la chaîne d'exportation, ouvrent des ateliers de chips ou de confiture, redéfinissant les équilibres locaux. Pour la première fois depuis des décennies, la campagne attire au lieu de vider ses forces. Cela rappelle la vague de retours ruraux observée en Grèce pendant la crise de 2008. Mais l'élan ne fait pas disparaître les obstacles. L'inflation ronge les gains, le coût du carburant et des intrants importés s'envolent. Les routes, dégradées par des années d'oubli, deviennent des goulots d'étranglement pour une logistique encore précaire. Un seul été sec et tout peut vaciller. De la même façon, en Haïti, la dépendance aux importations de riz a fragilisé la sécurité alimentaire malgré les efforts de relocalisation. Les banques nationales, peu habituées aux risques agricoles, hésitent à soutenir cette révolution. L'ombre d'une crise financière plane menaçante. Dans les marchés et aux radios, le débat gronde. Faut-il saluer cette victoire de la dignité ou craindre l'isolement économique ? Le même dilemme se posait en Islande après la crise bancaire de 2008, où l'orgueil national butait sur les réalités du commerce mondial. Les anciens rappellent les famines, les jeunes rêvent d'un Burkina exemplaire. Entre les deux, une nouvelle solidarité naît, basée sur la fierté collective et la conviction que la vraie richesse se mesure à la capacité de nourrir les siens. Une dynamique comparable à celle du mouvement Slow Food en Italie, qui a restauré la valeur du local face à la mondialisation. Mais derrière l'espoir, la menace reste vive. Si ce pari échoue, c'est non seulement le revenu du pays, mais l'élan d'un continent tout entier qui chancelle. Une seule saison désastreuse, une flambée des prix, et tout pourrait s'effondrer. Pourtant, comme dans la révolution verte indienne, le risque est assumé par une volonté collective de ne plus jamais dépendre exclusivement de l'extérieur. Mais dans l'ombre de cette effervescence, des tensions couvent. Certains acteurs, exclus de cette nouvelle prospérité, préparent déjà leur riposte. Les réseaux d'anciens exploitants, les groupes d'exportateurs privés tentent de saboter les circuits locaux ou de manipuler les marchés. Cela rappelle l'Afrique du Sud, post-apartheid, où certains acteurs économiques ont résisté à la redistribution des terres. Ce n'est plus l'histoire d'une simple banane. C'est le récit d'un continent qui ose pour la première fois depuis des décennies réécrire les règles du jeu. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso résonne bien au-delà de ses frontières. Un modèle audacieux s'esquisse et se propage, gagnant d'autres secteurs, d'autres pays, d'autres rêves africains. À l'image du mouvement Black Economic Empowerment en Afrique du Sud, chaque victoire locale inspire des dynamiques régionales. Déjà, des initiatives similaires voient le jour dans les mines, les universités, les unions agricoles. Partout on observe la montée de campagnes pour l'achat local, la création de réseaux de coopératives déterminés à reprendre la main sur les richesses du sol et la transmission du savoir. Certains pays voisins lancent leurs propres plans pour transformer sur place et de nouvelles alliances régionales se tissent autour de cet élan souverainiste. Par exemple, au Ghana, la filière cacao tente de plus en plus de valoriser la transformation locale pour ne plus exporter uniquement la matière première. L'Afrique ne marche pas seule. Sur le continent comme à l'international, des soutiens émergent, même si nombre d'investisseurs étrangers restent sur la réserve. Ils observent, hésitent, pèsent les risques d'un basculement sans précédent. Mais ce climat d'incertitude ouvre aussi la porte à de nouveaux partenariats, où le respect mutuel n'est plus négociable. On pense à l'accord commercial entre l'Union africaine et la Chine pour les infrastructures agricoles, qui impose désormais des clauses de transfert de compétences.
Cette dynamique rend justice à des voix longtemps ignorées, les femmes qui dirigent de plus en plus de coopératives et les jeunes qui renouent avec la terre. L'agriculture n'est plus un dernier recours, mais un terrain d'innovation, de dignité, de futur, comme au Sénégal où les start-up agroalimentaires portées par la jeunesse transforment la filière arachide. Du côté des gouvernements, des efforts concrets sont engagés pour moderniser la logistique, renforcer les infrastructures de stockage et améliorer la négociation régionale. Des routes sont réparées, des entrepôts modernisés, des accords signés pour fluidifier les échanges à l'échelle ouest-africaine. Ce sont là des pas indispensables pour transformer cet élan en succès durable. L'exemple du Kenya, qui a investi dans des hubs logistiques agricoles, montre la voie. Mais la frontière est mince entre souveraineté et repli. Reprendre le contrôle, oui. Se fermer au monde, non. L'indépendance ne signifie pas renoncer aux technologies, au savoir-faire ou aux débouchés extérieurs. Le défi est de cultiver la dignité retrouvée sans basculer dans l'orgueil, tout en restant curieux, adaptable et ouvert là où cela compte. Le modèle du Costa Rica, qui a su allier souveraineté agricole et ouverture sur le marché mondial, offre une source d'inspiration. Le réveil burkinabé le rappelle, la souveraineté se construit pas à pas, entre fierté et pragmatisme, solidarité et ouverture. Le plus grand danger, désormais, serait de confondre force et isolement, confiance et suffisance. Pour réussir, il faudra dialoguer, coopérer et garder l'humilité de ceux qui savent que l'indépendance est un chemin, non une destination. Mais derrière cet optimisme, une ombre demeure. Comment résister à la pression des marchés mondiaux sans perdre l'élan du renouveau ? Dans l'arrière-plan, de nouveaux défis se dressent déjà. Les stratégies de food sovereignty au Brésil montrent que la réussite dépend d'une capacité permanente à s'adapter, à diversifier les cultures et à tisser des alliances intelligentes. La véritable bataille ne se joue ni à Bruxelles, ni à Washington. Elle se déroule dans les champs entre les mains de celles et ceux qui sèment et récoltent chaque jour. C'est à travers leurs gestes, leur persévérance silencieuse, que se dessine l'avenir du Burkina Faso, et peut-être celui d'un continent tout entier. On se rappelle la phrase de Thomas Sankara, « Celui qui vous nourrit vous commande ». L'histoire récente du pays le prouve. La justice, la vraie, ne descend pas d'institutions lointaines. Elle prend racine dans la terre, là où la sueur remplace la spéculation, où le pain n'arrive plus sur des cargos, mais circule de main en main, entre voisins. Quand les multinationales désertent, il ne reste pas un vide, mais une promesse fragile, celle d'une reconstruction lente portée par la base, pour et par le peuple. Un processus similaire s'est vu en Uruguay, où la filière lait s'est redressée grâce à un effort coopératif national après la chute d'un géant étranger. Mais cette révolution tranquille soulève une question brûlante. À qui revient le fruit de la terre ? Pendant des décennies, la réponse fut dictée par des conseils d'administration à des milliers de kilomètres, par des contrats rédigés loin des villages, par des prix fixés dans des tours de verre. Aujourd'hui, le Burkina Faso tente de reprendre la plume, non pour s'isoler, mais pour choisir. Non pour fermer la porte à l'échange, mais pour refuser la dépendance. Le modèle du Vietnam dans le riz, qui a su imposer ses propres normes à ses partenaires, est une illustration de ce renversement de perspective. Ce qui se joue ici dépasse la banane, dépasse le commerce. Il s'agit du droit fondamental d'un peuple à décider de son avenir, à protéger sa dignité, à transformer la peur en espoir. Ce choix reste fragile. L'incertitude plane à chaque saison, sur chaque nouvelle coopérative. Les routes sont encore chaotiques. Les marchés régionaux demeurent imprévisibles. Mais l'essentiel change. Pour la première fois, la voix des cultivateurs pèse plus lourd que celle des actionnaires lointains. C'est la leçon de la réforme foncière sud-coréenne, qui a mis fin à des siècles de domination des propriétaires absentéistes. Et vous, où vous situez-vous dans cette histoire ? Imaginez un instant que votre propre alimentation dépende du labeur de vos voisins plutôt que d'accords invisibles. Pensez-vous que le pouvoir de nourrir doit rester aux mains de celles et ceux qui travaillent en la terre, ou croyez-vous encore à des solutions venues d'en haut, imposées de loin, sans racines profondes dans la réalité quotidienne ? Votre vision du monde et peut-être votre engagement sont en jeu. L'expérience du Burkina Faso interpelle chacun de nous, car chaque choix alimentaire, chaque acte d'achat est aussi un acte politique. Car au fond, la question est universelle. Qui décide de ce que nous mangeons, de la valeur de notre travail, de la façon dont nous voulons vivre ? Cette interrogation traverse les frontières. Elle concerne l'Afrique, l'Europe, l'Asie, les Amériques. Chaque fois qu'un champ reprend vie, qu'une coopérative naît, qu'un marché local s'organise, un peu de justice renaît. Souvenez-vous de l'essor des marchés paysans en France ou de la relance du quinoa en Bolivie.
À chaque fois, ce sont les communautés qui reprennent la main sur leur destin. La boucle se referme. La souveraineté ne s'arrache pas en un jour. Elle se construit patiemment à la base. Le Burkina Faso ouvre un chemin. Qui aura le courage de le suivre, de soutenir cette quête de dignité? Peut-être la prochaine bataille se jouera dans votre assiette ou dans votre façon de regarder le monde. C'est maintenant, dans le silence des champs, que se décide la prochaine page de